Bonjour à tous, bienvenue au musée du Vin Champagne d'Archéologie régionale pour une nouvelle conférence qui fait partie de notre cycle de conférences, les conférences du 13. Et donc ce soir, on a la chance d'accueillir Caroline Créneau, responsable de la cycle archéologique des Ardennes, et qui va venir nous parler de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'archéologie, de ce que ça permet de découvrir et comment ça fait évoluer la recherche archéologique. Je vous souhaite une bonne conférence, une belle soirée, et puis j'interviendrai à vous à la fin si vous avez des questions. Merci, bonjour à tous, merci de vous être déplacés. Je vais commencer tout simplement par remercier le musée d'Épernay et tous les différents interlocuteurs que j'ai pu avoir pour leur accueil pour cette conférence de ce jour. Voilà, qui est très très bien organisée. Je suis ravie de venir vous parler de cette thématique sur les nouvelles technologies au service de l'archéologie. Alors effectivement, pour parler des nouvelles technologies, je pense qu'il faut commencer par se poser une question, c'est quelles sont les anciennes ? Comment on a fait l'archéologie, et puis finalement, comment un peu l'archéologie s'est construite. Est-ce que l'archéologie, c'est uniquement ce qui a été pendant un certain temps la recherche des objets, plutôt d'ailleurs des beaux objets? Pas vraiment, mais voilà, c'est une science qui s'est construite sur le long terme, et on va commencer par voir d'où on vient réellement en archéologie pour voir comment les choses ont évolué et comment elles évoluent de nos jours à vitesse grand V. Donc j'ai mis cette petite illustration qui me fait beaucoup rire, parce que le latin dit tout ce qui est sous cette terre reviendra au jour. Et ben c'est notre travail au quotidien. On fait revenir les choses qui sont sous cette terre. Alors pour donner une espèce de date du début de l'archéologie, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, on peut donner beaucoup de dates. Moi j'ai choisi celle de 1556 qui est la découverte du Laocoon. Donc le Laocoon, c'est cette statue que vous avez représentée là, qui a été découverte dans les ruines de Rome, parce que à cette époque, Rome s'urbanise. Rome, c'est une ville de ruines antiques, et donc on découvre régulièrement des statues. Et celle-ci, en fait, elle a fait beaucoup parler parce que très rapidement, elle a été reconnue. Elle fait référence à un texte de Pline. Donc très vite, des artistes ont dit, c'est la statue dont parle Pline. Et le pape, à l'époque, le pape Jules II, a décidé de la récupérer pour lui déjà. Et puis, s'est décidé à construire un musée autour de toutes les sculptures assez magnifiques qui étaient récupérées. Donc c'est une première phase, quasiment un lancement des choses au XVe, XVIe siècle, avec cette récupération de ces statues magnifiques. Donc là, on cherche le bel objet, vraiment l'objet connu, mais parallèlement se développe toute une série de guides, de vrais guides archéologiques, des guides des ruines de Rome, pour que les visiteurs qui se promènent en Europe puissent visiter Rome avec leur petit guide et avoir la description des monuments, le relevé des inscriptions. À l'époque, on cherchait énormément les inscriptions. Et cette notion de base de dire on va décrire des monuments, on va relever les inscriptions, on va essayer de préserver la donnée, finalement, quelque part, c'est un petit peu les bases de l'étude archéologique. Alors, ça va évoluer quand même assez rapidement. Et à partir du XVIIIe siècle, on va vraiment parler de ce qu'on appelle l'Europe des antiquaires. Donc là, on est vraiment face à... Les antiquaires sont des spécialistes, finalement, qui vont parcourir l'Europe à la recherche des objets, des beaux objets, et qui vont aussi avoir toute une production qu'on qualifierait à l'époque de scientifique. Aujourd'hui, on va dire que c'est une production plutôt de recueils illustrés pour publier leurs découvertes. La plupart des antiquaires, c'est leur propre collection qui les intéresse. Ils se construisent une collection d'antiques, c'est vraiment la recherche de l'antiquité gréco-romaine. Et puis, accessoirement, ils la publient de façon plus ou moins ordonnée. C'est vraiment au début des publications, des recueils d'images plus qu'autre chose. Et une découverte en tout cas qui a marqué cette époque, c'est en 1653, la découverte de la tombe de Childéric Ier. Donc découverte qui a fait beaucoup parler, tout simplement parce qu'elle a été découverte de façon vraiment fortuite. C'est un maçon qui est occupé à démolir une maison à Tournai, qui va découvrir un caveau, le texte nous dit, qui contient de somptueuses richesses, des armements, des accessoires vestimentaires, des petites abeilles en or, 300 abeilles en or. Donc tout de suite, on voit l'importance de la découverte, et un anneau qui porte l'inscription Childerici Regis. Donc vous l'avez ici. Ce qui permet d'identifier pour une fois de façon certaine le tombeau de Childéric Ier, père de Clovis.
Et l'intérêt de cette découverte, c'est que très rapidement, on voit quasiment 2 ans après la découverte, on va publier, Jean-Jacques Chifflet va publier des planches, il publie l'intégralité des objets qui ont été découverts. Et en fait, cette publication qui est de qualité, hein, on voit le soin apporté au dessin, on voit même la main, c'est assez drôle, elle permet de donner l'échelle de l'objet. En fait, vous avez les fibules qui sont là, et la main, tiens, on voit l'épingle. Donc c'est une façon de donner une échelle, une façon qu'on n'utiliserait plus aujourd'hui, mais il y a vraiment cette démarche de précision. Et heureusement, parce qu'en fait, ce trésor a connu il est passé dans les mains des Habsbourg de Vienne, il a ensuite été offert au roi Louis XIV, et puis il a été volé au cabinet des médailles. Et aujourd'hui, on n'a que 2 abeilles qui ont été conservées, qui ont été retrouvées dans la Seine, mais on n'a pas le reste du trésor de Childéric. Donc, si on n'avait pas eu ce premier effort d'illustration fait très rapidement, on n'en connaîtrait quasiment plus rien. Et c'est important parce que ça montre, pour l'archéologie en général, l'importance de l'image. L'image, c'est ce qui va rester. C'est vraiment ce qu'on conserve. Alors parfois, on perd les objets, ça c'est plus anormal. Mais après la fouille, c'est l'image qui nous permet de conserver une trace. Et c'est ce média qui est important, et c'est ce média qui va connaître des évolutions assez incroyables tout au long des siècles. Donc après, dans ce cadre d'Europe des antiquaires, on a un autre personnage qui est très connu, qui a permis de conserver un certain nombre de données, c'est le comte de Caylus, parce qu'il va publier, donc, à partir de sa propre collection qu'il a amassée au fil des années, son recueil d'antiquités égyptienne, étrusque, grecque, romaine et gauloise. Donc on voit que c'est un monsieur qui brasse large et qui s'intéresse à plein de choses. Et son recueil est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il fait des planches comparatives, donc il dessine à la même échelle, côte à côte, plusieurs objets. C'est un des premiers à faire ce travail, et il va essayer de les classifier, de trouver un type primitif, un type initial, et de voir les variantes, en disant, on a sans doute fait ce premier type de vase dans un premier temps, et puis après, c'est les variantes, donc c'est sans doute venu après. Et en fait, ce travail, c'est la base de la typologie, de ce qu'on utilise en archéologie, de voir l'évolution des modes et d'en transformer ces données en datation. Très facilement, hein, le principe, on pourrait l'appliquer à l'heure actuelle. La vaisselle Ikea n'est pas la même vaisselle que celle qu'on avait dans les cuisines dans les années 70-80. Et quand vous faites des brocantes, vous savez très bien de quelle époque date le lot de vaisselle, si c'est des assiettes Ikea ou si c'est des assiettes qui datent des années 70, 80, même 90. La vaisselle évolue très vite, donc en fait, ça fait vraiment des marqueurs chronologiques, et c'est cette méthode qu'on va utiliser en archéologie. Et c'est au XVIIe siècle, le comte de Caylus, qui va énoncer les premiers principes de cette méthode, alors de façon très lacunaire, et ça sera repris par d'autres chercheurs, et puis ça aboutira aux typologies qu'on utilise encore de nos jours. C'est encore notre outil, une de nos méthodes de travail. Il fait aussi des relevés de monuments de façon très précise. C'est vraiment un relevé pierre à pierre qui est fidèle à la réalité, hein. C'est pas comme la première illustration, une simple évocation un petit peu poétique. Et d'ailleurs, il met une échelle très précise. Donc là, c'est plus simplement la main qui sert d'échelle. On a vraiment l'échelle du bâtiment et on peut se le représenter. Il dépasse ce simple recueil d'objets, hein, quasiment, en essayant de recontextualiser ce qu'il a trouvé. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'il nous produit les premières cartes, en fait, pour relier un objet à son contexte archéologique, à sa place dans la ville, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on faisait des collections de beaux objets et on les mettait côte à côte. Après, qu'ils viennent du même endroit ou pas du tout, ça n'avait pas d'intérêt. Et il pousse relativement loin en proposant des restitutions architecturales. Donc là, il nous dessine tout un pont, les piles du pont d'un aqueduc sur le long terme, avec un relevé vue de face, un espèce de relevé en plan, et puis un détail sur des arches. Donc et puis même un petit peu de contexte géographique pour qu'on comprenne bien où était ce plan. Là, on a un document qui est d'une précision incroyable, avec une échelle. Finalement, aujourd'hui, je vais vous présenter des documents différents, mais quasiment pas beaucoup plus précis que cela en réalité. Donc il faut avoir cette conscience. On a beaucoup évolué sur les documents qu'on propose, mais ça s'inscrit dans un passif qui était déjà quand même très pointu, avec une exigence de précision, une exigence scientifique, qui se retrouve dès les bases de l'archéologie. Alors, cette Europe des antiquaires va évoluer à travers le temps, et on a au XIXe siècle Boucher de Perthes, qui va travailler dans la Somme et qui va être le premier à utiliser quelque chose qui s'est mis en place en géologie au début du XVIIe, mais qui n'avait pas encore percolé en archéologie, c'est cette notion de stratigraphie.
Parce qu'on avait des objets qui étaient anciens, mais qu'est-ce que ça veut dire ancien? C'était assez compliqué. Et Boucher de Perthes va proposer en premier l'existence d'objets antédiluviens. On se situe par rapport au déluge, dans une chronologie toute relative. Et il s'appuie sur l'argument de la stratigraphie en disant un objet qui est enterré sous plusieurs mètres de couches différentes, donc qui ont mis plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires à se former, est forcément très ancien. Il date forcément de plusieurs millénaires. Et donc cette photographie, elle est intéressante parce que c'est une des premières photographies archéologiques quasiment. Alors en termes de notion de sécurité, on ne fait plus du tout ça. Hein. Pas de casque, au bas d'une coupe qui pourrait s'effondrer, c'est n'importe quoi. Mais par contre, il fait poser, et la légende le dit bien, il a des visiteurs anglais qui viennent visiter le site, des archéologues anglais, et il demande à l'ouvrier de poser en bas de la coupe et de montrer du doigt une hache qui est dans la coupe pour montrer l'ancienneté de la hache. Et c'est vraiment lui qui a permis de montrer l'efficacité de la méthode stratigraphique. Aujourd'hui, ça nous paraît évident que dans les couches superficielles, c'est récent et que dans les couches profondes, c'est ancien. Mais c'est aussi parce qu'on hérite de ces siècles, on a passé du temps à le démontrer. Et c'est les travaux de Boucher de Perthes. Donc voilà, il le démontre aussi. Il a un travail à nouveau très rigoureux, donc avec des relevés de ces fameuses coupes. Donc là, celle-ci, elle est un petit peu plus petite, où il précise exactement dans quelle couche il a trouvé les objets. Et il s'appuie notamment sur la présence d'outils, donc là, des couteaux et des haches en silex, à côté d'ossements de rhinocéros et de mammouth. C'est une des façons de prouver l'ancienneté, le côté antédiluvien, des outils préhistoriques qu'il a retrouvés. C'est vraiment un des fondateurs de l'archéologie au sens scientifique du terme. Alors, on ne peut pas parler de fouilles archéologiques sans parler de Pompéi. Effectivement, Pompéi est fouillée très 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 tôt. Donc la ville est redécouverte en 1594 et assez vite on va la fouiller. En réalité, on la dégage plus qu'autre chose. Dès 1743, on a le roi des Deux Siciles qui va faire ses propres fouilles pour alimenter un petit musée. Le site est fermé au public, il n'est pas du tout accessible. En 1763, on va trouver une inscription avec le nom, donc on va savoir que cette ville s'appelait Pompéi. Et il faut attendre 1861 pour avoir la première vraie fouille stratigraphique, où le but, c'est pas, comme on le voit là, de creuser pour trouver les vestiges, mais c'est bien de descendre couche par couche des niveaux les plus récents et arriver aux niveaux les plus anciens de la ville en comprenant ce qu'on fait. Donc là, on a vraiment une première représentation des fouilles typiques au XVIIIe siècle, avec des ouvriers qui travaillent et puis des gens, des visiteurs, des aristocrates qui viennent visiter et qui viennent voir des beaux vestiges, des beaux monuments. C'est intéressant parce qu'on voit cette nécessité de montrer une certaine réalité archéologique de l'époque. Finalement, montrer des brouettes pleines et des gens qui travaillent, ça n'a pas forcément un intérêt fou pour l'esthète ou l'homme d'art, et pourtant on les représente. On a vraiment ce devoir, ce besoin de représenter la façon dont on fouille, dont on travaille. Alors vous avez là une vision du même temple d'Isis, des mêmes colonnes, quasiment au XIXe siècle. Assez vite, dès qu'on va pouvoir illustrer à l'aide de la photographie, on va utiliser la photographie comme média pour documenter les fouilles. Alors Pompéi, c'est vraiment un site qui va être beaucoup documenté, beaucoup illustré, avec énormément d'ouvrages intitulés Les ruines de Pompéi, recueil d'inscriptions de Pompéi. Enfin voilà, on essaye de conserver au maximum de données, et on voit qu'il y a un vrai travail de dessin. Alors parfois d'aquarelle, de photos, mais de relevés, de dessins relativement simples pour identifier les monuments, pour conserver les découvertes faites. Et c'est un travail qui va se construire pendant plusieurs siècles en réalité. Pompéi est fouillée, alors là vous voyez, des fouilles un petit peu plus récentes, donc un siècle après l'illustration que je vous ai montrée. C'est toujours un peu le même principe. On a les travailleurs qui dégagent, alors là, avec un petit peu plus de méthode en apparence, mais on n'est pas non plus dans de la fouille stratigraphique. Le but, on le voit, c'est de dégager cette masse de déblais qui est venue recouvrir le site, c'est d'avancer en reculant le front de taille. En réalité, on devrait fouiller en enlevant toute la couche superficielle. Enfin voilà. On n'est pas dans les mêmes méthodes, mais avec toute une armada d'ouvriers et puis quelqu'un qui clairement est là simplement pour surveiller que tout se passe bien ou que rien ne disparaisse. Ça, c'est au choix. Aujourd'hui, on fouille toujours à Pompéi et finalement,
On a un petit peu évolué, mais on a toujours des gens qui travaillent et qui éliminent des sauts de terre, sauf que là, on travaille vraiment avec une approche stratigraphique. En descendant, vous voyez la différence des couches, on conserve les bermes bien droites et on évolue pour maîtriser au mieux la donnée archéologique qu'on produit. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Alors, au XXe siècle, c'est quasiment l'époque où on va avoir le plus de mutations. 19e, 20e siècle, les fouilles se multiplient un petit peu partout, hein. En Europe, en Proche-Orient, en Mésopotamie, on a des grandes fouilles, on découvre des grands sites, notamment des sites bibliques parfois, donc il y a vraiment une grande réflexion. On fouille des grandes surfaces, et dans les années 30, Mortimer Wheeler met au point une méthode qui va s'appeler la méthode Wheeler, hein, elle va porter son nom, qui est celle du caravoyage. Parce que sur ces grandes fouilles, comment on s'y retrouve? On sait qu'on a trouvé un objet, mais on est dans une approche scientifique. On veut savoir exactement d'où vient l'objet une fois qu'on l'a sorti. Et c'est pas évident. Et donc, il propose de fouiller en faisant des carrés. Donc là, par exemple, c'est des carrés de 5 mètres sur 5 mètres, mais qui peuvent s'adapter. Et comme ça, les objets, d'une part, sont facilement localisés. On sait dans quel carré on les a conservés. Il suffit de faire un croquis, hein, même tout simplement. Donc ça marche très très bien. Et puis, on garde cette notion de stratigraphie, puisqu'on garde ce qu'on appelle des bermes de terre. Hein. Donc littéralement, ça sert à la fois de petits chemins de circulation, c'est très pratique. Mais on a toute la stratigraphie qui est visible pour chaque carré. Donc ça permet vraiment une approche très scientifique de l'archéologie. On fouille plus que pour l'objet, on fouille pour comprendre un site et finalement pourquoi cet objet est là et dans quelle pièce il est, si c'est un bâtiment, etc. Donc cette approche, il la développe à partir des années 30. Il n'est pas le seul à l'utiliser, hein. Il va former un certain nombre de fouilleurs qui vont apprendre à ses côtés et qui vont répandre cette méthode. Il la publie en 54. Et elle va quand même faire un certain nombre d'émules. La méthode Wheeler est encore quasiment utilisée aujourd'hui pour certains types de sites très particuliers parce qu'elle permet de parfaitement s'adapter à certaines contraintes. Mais depuis le 19e siècle, on a développé d'autres méthodes, donc ce qu'on appelle la fouille en aire ouverte. Donc on a totalement supprimé le caravoyage avec les bermes, hein. On décape toute une zone. Et en fait, ce type de fouille, alors c'est possible aussi parce qu'on la mécanise, j'y reviendrai un petit peu. C'est des fouilles qui sont surtout déclenchées après les années 60 et on s'est rendu compte qu'elles permettent de découvrir des sites qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. La méthode Wheeler, en imposant ce caravoyage, cache une partie des structures qui se retrouvent sous les bermes de terre, même si on peut les enlever. Ça empêche d'avoir une vision spatiale d'un ensemble et de bien comprendre ce qu'on est en train de fouiller. L'avantage de ce décapage en aire ouverte, c'est ça permet de voir des structures comme là vous avez alors ces petits trous, c'est des trous de poteaux qui sont à moitié fouillés. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément très visible. Quand on n'a pas un peu l'œil habitué, c'est des taches de terre dans de la terre d'une couleur un peu plus claire. Il faut vraiment s'y faire. Et il fallait vraiment passer à ce système de grand décapage pour pouvoir voir ces sites qui sont relativement ténus. On a peu d'indices dans le sol et maintenant on les perçoit, les données se multiplient sur ce genre de site avec des structures en creux, hein, donc c'est des trous de poteaux et des fosses. Les trous de poteaux, c'est simplement une architecture qui était construite en poteaux et avec des murs en terre, et en fait, on n'a plus que la trace du poteau qui était enfoncé dans le sol. Et donc maintenant, depuis qu'on a développé cette méthode de fouille, eh bien ces sites, on les compte par dizaines, par centaines, par milliers, tout simplement parce qu'on les trouve, comme on sait maintenant à quoi ils ressemblent, on les trouve de plus en plus. Alors, on garde quand même une fouille vraiment stratigraphique, on va dire inspirée par Wheeler, avec là vous avez finalement un mélange de ces deux méthodes avec une grande surface de fouille qui est ouverte, mais on garde des bermes pour conserver la stratigraphie. Parce que la stratigraphie reste quand même notre point de repère et notre but. Et donc là, on a ce mélange des deux approches. Alors cette vue zénitale, c'est une vue zénitale qui a été d'une fouille reprise en 2019, c'est la fouille du tumulus de Vix. Vous le connaissez peut-être, c'est pas très très loin d'issue. Et pour vous montrer un petit peu l'évolution des techniques, j'ai pas résisté à vous mettre la photo de la fouille en 1953 de ce tumulus. Alors là, la notion de stratigraphie, elle est quelque part par là. On est à côté. On a vraiment là une fouille dans les années 50 pour l'objet. On cherchait l'objet, on extrait l'objet, et voilà, on va pas forcément plus loin. C'est intéressant de montrer que, alors que c'est une époque où la méthode Wheeler a déjà percolé en archéologie et beaucoup de sites l'utilisent. Mais on a quand même ces deux archéologies qui vont se développer, une archéologie plus centrée sur la recherche des beaux objets et puis une autre archéologie qui va tenter plutôt de comprendre le site archéologique et essayer de le faire parler au maximum.
Alors, à partir des années 60, on voit le développement de l'archéologie dite préventive. L'archéologie préventive, c'est une archéologie de sauvetage à la base, c'est-à-dire on se rend compte dans les années 60-70 que les grands travaux détruisent les sites. Enfin, c'est même après la Seconde Guerre mondiale, on a des politiques de grands travaux. Ça détruit des sites archéologiques entiers. Et c'est pas les archéologues, parce que les archéologues sont pas encore formalisés en profession, c'est vraiment le public qui s'émeut de ces destructions et qui dit que voilà, on ne peut pas laisser faire ce genre de destruction. Il faut créer une archéologie de préventif qui viendrait avant les travaux, qui fouillerait, qui sauverait le site, enfin qui sauverait ce qu'il y a à fouiller, et puis ensuite on fait passer les travaux. Cette archéologie préventive qui est développée dans d'autres pays, mais qui fait partie quand même des spécificités de l'archéologie française. Très vite, elle a adopté les grands décapages parce que tout simplement, il faut intervenir vite sur une parcelle qui sera concernée par les travaux. Alors, dans le cadre d'un petit lotissement, ça peut être une parcelle très limitée, mais par exemple, dans le cadre d'une autoroute, on fouille tout le tracé de l'autoroute. Donc là, on couvre très vite des très grandes surfaces. Vous avez le cas, là, dès les années 70, à Marseille, on fouille intégralement un quartier et comme ça, c'est fait. Et après, on fait les projets d'aménagement urbain sans question. C'est toujours ce qu'on fait à l'heure actuelle, quand un site est menacé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un site archéologique parce qu'on a fait un premier test qui s'appelle le diagnostic, on a fait des tranchées, on a découvert qu'il y avait des vestiges archéologiques, qu'ils sont suffisamment intéressants, donc qu'il va y avoir une fouille. On intervient, on décape intégralement donc le site et puis on le fouille et ensuite les travaux se font sans aucun problème. Alors ce développement de l'archéologie préventive a conduit à une professionnalisation vraiment de la profession et puis aussi à une vraie mécanisation de la fouille. Aujourd'hui, on voit plus de fouilles sans une pelle mécanique à un moment donné. Alors cette mécanisation permet ces fameux décapages en air ouvert, donc c'est un vrai plus, c'est une vraie évolution des pratiques. Elle s'adapte aussi de façon aux différents types de structures. Donc on a souvent des très grosses pelles mécaniques pour le premier décapage. Et puis ensuite, on va travailler avec des mini-pelles pour faire des choses beaucoup plus fines. Ça répond aussi à une contrainte de l'archéologie préventive, une contrainte de temps, de calendrier. On a un calendrier souvent limité pour intervenir, donc on peut pas tout faire à la main. Donc on privilégie les moyens mécaniques qui nous permettent de gagner du temps tout en respectant des contraintes scientifiques pour conserver la stratigraphie en fait. Donc on fait des coupes, on a la stratigraphie, on conserve la donnée et on va vite. On est gagnant. Et ces grands décapages, cette mécanisation, c'est elle qui a permis de trouver... Alors ce bâtiment-là est quand même plus visible. On a mis des petits poteaux pour montrer l'emplacement des poteaux de la maison en bois, permet de les voir beaucoup plus facilement. Dès le niveau d'apparition, on peut s'arrêter et on peut découvrir littéralement le plan et puis ensuite le fouiller de façon plus adaptée. Alors, je vous ai dit, l'image, c'est quelque chose de très important en archéologie. Et effectivement, on se rend compte qu'on a évolué de façon très importante. Alors, des premières représentations qui déjà étaient très précises, dès le XVIIIe siècle. On est passé dans les années, pendant tout le XXe siècle, en fait, à cette utilisation de carnets de terrain, donc qui mélange des photographies, alors argentiques au début, et puis des notes, des croquis, le traditionnel carnet de fouilles qu'on utilise encore en réalité. On prend toujours autant de notes sur le terrain, on fait toujours autant de relevés, toujours autant de dessins. La seule différence peut-être, c'est qu'on n'a pas les photos argentiques qu'on est obligé de coller et que, alors c'est souvent à la main, mais on a souvent des formulaires tout prêts. On peut aussi numériser, voire enregistrer directement sur tablette. L'idée étant aujourd'hui de produire une donnée plus précise et plus dense en réalité. On va produire plus vite des plans, des vues aériennes parce qu'on a des outils qui nous permettent de démultiplier les prises de vue. Et c'est là où les nouvelles technologies nous permettent vraiment de faire évoluer nos pratiques. Si on regarde entre ce premier carnet de fouilles et 1960, finalement, il y a une évolution parce que on a l'apparition de la photo, mais sinon, c'est à peu près la même donnée. Aujourd'hui, on fait des choses de façon très différente. Donc l'illustration a toujours été très importante et la documentation photographique aussi. On a vu des photos, la plupart des photos qui sont des photos, on va dire d'ambiance, qui documentent une fouille, qui documentent comment elle se passe. On a l'apparition dès le 19e siècle d'une documentation quasiment scientifique. Il y a tout un journalisme qui se développe dédié aux fouilles archéologiques, à ces grandes fouilles archéologiques. Alors là, on est sur le Forum à Rome, c'est souvent sur des sites emblématiques, bien connus, avec des ruines assez monumentales.
Et en fait, Jules Delaurière, qui était donc un journaliste qui suivait les différentes campagnes de fouilles, fait là une vraie documentation qu'on pourrait faire quasiment encore à l'heure actuelle, en indiquant la ligne AB, c'est le niveau de sol. Donc AB, c'est le niveau de sol au moment où ils ont commencé la campagne. Donc là, ils n'ont pas le sol est juste là, ils n'ont pas descendu beaucoup de ça. Donc ça, c'est sa première photographie. Et puis il revient sur le même site 2 ans plus tard. Il nous retrace le sol, le même sol que celui qu'il a vu 2 ans avant, mais on se rend compte de tout ce qui a été dégagé. Donc toute cette zone-là, en fait, elle est sous ce sol actuel. Et alors, c'est pas évident, mais vous voyez cette petite bâtisse-là avec une arcade là, 2 petites portes et une petite fenêtre, en fait, elle est là, sur la photo. Donc il a réussi à retrouver quasiment le même point de vue, ce qui est déjà pas évident hein, dans un site qui évolue, et il a refait sa photo, et l'idée c'est vraiment de documenter, et il lui dit clairement état des fouilles au mois de février 84. On est vraiment là dans de la documentation scientifique. Et il suit comme ça ces opérations en indiquant ce qui a été fait. Donc là on a quasiment à vue de nez 3 mètres de stratigraphie qui a été enlevée. Et après il faut reconnaître retrouver les bons éléments, c'est un petit peu inquiétant, mais on est vraiment face à une documentation de suivi des travaux. Aujourd'hui, on utilise toujours la photographie évidemment. Hein. On a quand même connu de grands bonds avec le numérique, donc on va vers ce qu'on appelle une numérisation de la documentation, c'est-à-dire qu'on passe d'anciennes fiches à la main avec des photographies et des dessins, même si on en fait toujours. On numérise le tout dans des bases de données, donc on fait quasiment les mêmes photos et les mêmes dessins, ça n'évolue pas, mais on les intègre dans des logiciels où on intègre aussi toutes les données métriques par exemple. Et l'avantage de cette base de données, c'est pas simplement que ce soit plus lisible ou plus propre, même si ça peut être un avantage, hein, certain, c'est de pouvoir les interroger. Donc on a des grandes bases de données à notre disposition qui nous permettent très vite d'interroger des données immenses et de pas être obligé de compiler toutes les fiches papier une à une pour savoir, par exemple, où est-ce que je peux retrouver des bases avec ce profil-là. Là, il suffit de faire une requête et puis très vite on a le résultat. Donc on ne révolutionne pas totalement les techniques utilisées, on ne révolutionne pas les méthodes. Par contre, on change véritablement d'échelle, on change de paradigme et très vite on peut interroger des données beaucoup plus larges. Alors, cette numérisation est liée au passage de la photo argentique au drone, qui a changé énormément de choses. La photo a été très vite utilisée, l'argentique très vite. On a aussi cherché à aller plus loin que la simple vue d'un appareil photo. Ça a été réalisé dès les années 60 avec le développement de toute une archéologie aérienne, hein, de prospection aérienne, qui a particulièrement bien fonctionné en Champagne, hein, avec de nombreux sites qui ont été révélés. En fait, le principe est assez simple. C'est quand on prend un petit peu d'altitude hein, dans le ciel, à certaines périodes de l'année, en fonction des végétaux et du sous-sol, des sites archéologiques vont être visibles. Tout simplement parce que si sous le sol, on a par exemple un fossé, le fossé va retenir l'eau et par exemple au printemps, les végétaux vont pousser beaucoup plus vite sur ce fossé puisqu'il y a de l'eau en dessous et vont rester plus bas à côté du fossé. Et à l'inverse, s'il y a un mur, et bien tout simplement les végétaux vont avoir du mal à aller chercher les ressources, notamment en eau, pour pousser, donc ils vont être beaucoup plus bas. Et donc ça permet, en privilégiant certaines époques, alors soit au moment de croissance des végétaux, soit par exemple avec la neige, ça marche aussi très très bien, parce que la neige fond plus ou moins vite en fonction de ce qui est caché sous le sol. Et avec des vues un petit peu obliques, on a littéralement des plans du site qui apparaissent. Ça ne marche pas partout, hein, ça marche très bien dans les grandes plaines de Champagne parce qu'on a de la craie juste en dessous. Ça va pas marcher dans les zones où il y a beaucoup de forêts, etc. Mais ça a été très très vite utilisé. Ça a permis de découvrir un site assez impressionnant, un nombre impressionnant de sites archéologiques tout simplement. Et on l'utilise encore de nos jours pour prospecter, découvrir de nouveaux sites. Les deux contraintes sont, il faut que le temps permette de voler et le coût, évidemment. Il faut avoir un avion, un pilote d'avion et un photographe pour faire ce genre de prospection. Alors, l'argentique a quand même essayé de trouver une solution entre l'avion et le sol. Et donc, on a développé maintenant ça devient un petit peu inutile avec le drone, mais il y a toute une phase de développement de photographie
au cerf-volant. Le cerf-volant, c'est pratique, ça permet très vite d'avoir de l'altitude, et puis ça peut se faire avec un appareil photo argentique avec un déclencheur. La seule contrainte du cerf-volant, c'est le risque de crash et de destruction de l'appareil photo. Ça a coûté un certain nombre d'appareils photo, mais ça permet de faire un certain nombre de photographies aussi avec des vues quasiment zénithales. Donc ça permet de faire ressortir des sites qui sont quasiment invisibles quand on reste à hauteur d'homme. Vous avez là un exemple d'orthophoto faite sur un petit bâtiment donc qui se distingue très très peu, mais effectivement avec une vue zénithale. Celui-là, on le voit très très bien, et puis celui-là ressort aussi un petit peu plus. Donc c'est une technique qui a ses avantages, et puis on le voit sur certains sites où quand on se promène, on ne voit rien. La vue aérienne permet de faire ressortir les reliefs et de comprendre un petit peu mieux le site. Alors, le cerf-volant ou l'avion, c'est quand même des méthodes assez travaillées. Avec l'argentique, on a quand même eu toute une phase de prise de vue depuis échelle, escabeau, godet de pelle, plus ou moins périlleuse, mais il y a vraiment cette recherche constante de prendre un peu de hauteur, d'avoir du recul pour pouvoir documenter à nouveau il y a vraiment cette recherche de la documentation précise, du besoin d'illustrer et de garder trace de ce qu'on fouille. Et puis, aujourd'hui, on a des drones, donc c'est quasiment magique, hein, il faut l'avouer. Le drone a l'avantage, alors de plus en plus de nos jours, aujourd'hui ça s'est démocratisé. Il y a 10 ans, il y avait déjà des drones qui volaient, hein, ils étaient lourds, ils étaient compliqués, ils étaient très coûteux, donc ils étaient difficiles à acquérir. N'importe qui ne pouvait pas les piloter. Alors aujourd'hui, il faut quand même un brevet de pilote de drone, hein. C'est pas accessible à tout le monde non plus, mais ça se passe relativement facilement. Et puis ça tient dans une mallette, donc ça prend pas de place, ça voyage très bien, et ça permet de faire des prises de vue qu'on ne pouvait pas espérer jusqu'à il y a une dizaine d'années sur des terrains. Vous avez là par exemple une citerne romaine qui fait 25-30 mètres de long, donc c'est impossible de faire une photographie d'ensemble à peu près correcte. Et puis en fait, en 5 minutes de drone, on obtient cette photo qui en fait permet de dessiner un plan, permet de comprendre, permet de voir quelque chose qui était quasiment invisible, c'est la régularité des contreforts par exemple. On s'en rendait plus ou moins compte sur le terrain, mais là, le fait de l'avoir en photo, ça a permis de trouver ce qui manquait. Se dire, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas un, les autres sont très réguliers, on le cherche et en fait, il est présent juste à quelques centimètres sous la terre. Puis ça a permis de voir que parfois les contreforts n'étaient pas suffisants et qu'ils en ont rajouté un pour retenir le mur. Donc voilà, ça a vraiment totalement bouleversé les pratiques archéologiques et pour des raisons très positives. Le drone permet aussi, au-delà de documenter une fouille en cours, de sauvegarder certains sites. Vous avez le site de Palmyre, avec une vue générale, donc malheureusement, il n'est plus dans cet état. Hein. Excusez-moi. Et le fait de faire des prises de vue en drone permet très très vite de couvrir un site comme celui-là qui fait plusieurs hectares, et de sauvegarder une information qui est mise en danger. Ça permet aussi de créer des modèles numériques. Et vous voyez, à partir de cette vue aérienne, on a pu ressortir une élévation, c'est celle entre ces deux points, et avoir accès à une façade qu'on peut étudier, qu'on peut réanalyser, même si en réalité cette façade a disparu ou est dans un pays qui n'est plus accessible pour des causes de guerre notamment. Donc voilà, il y a un côté, au-delà de la simple illustration scientifique pour l'archéologue, il y a un vrai côté de sauvegarde qui est importante. Et ces vues aériennes permettent aussi de réenvisager la façon dont on cartographie les sites, la façon dont on fait les plans. Aujourd'hui, on peut très facilement superposer la vue aérienne qu'on aurait prise à l'aide d'un drone, hein, c'est ce qui a été fait là. Donc on est sur la ville romaine de Baelo Claudia, là vous avez le rempart qui enserre toute la ville, et en noir c'est le plan des structures qui ont été fouillées depuis sa découverte au XIXe siècle. Et donc on peut superposer les deux et comprendre les choses, et notamment intégrer des données qui permettent de passer du plan en 2D à un plan en 3 dimensions. Là, par exemple, on intègre l'altitude, donc le théâtre qui est là, et en partie haute de la ville, qui est en pente douce en réalité, jusqu'à la mer. On l'a pas prise en photo, mais il y a la mer. Donc on change d'échelle, on change de pratique et on change aussi de possibilités. On ouvre vraiment à d'autres méthodes de travail et de recherche scientifique en utilisant ce qu'on appelle la photogrammétrie. Alors cette technique de la photogrammétrie est relativement simple. En fait, l'idée, c'est de multiplier les prises de vue d'un site archéologique, et ensuite, donc on crée une collection de photos, une collection d'images. Ensuite, on utilise un logiciel qui est très très pratique,
moi je le trouve un petit peu magique, hein, parce que vraiment on peut faire des miracles, qui va identifier sur chacune des photos un pixel précis avec des caractéristiques très précises et qui va retrouver ce même pixel sur une autre photo. Et donc, avec ce principe de base, le logiciel va pouvoir recoller les photos les unes aux autres et créer un modèle 3D. Donc, vous avez là les différentes étapes qu'on suit. Donc, la première étape, c'est celle de créer un premier maillage. Ensuite, on reconstruit une texture et puis on finit par avoir le modèle 3D final qui est en fait la version 3D de ce qu'on a pris en photo sur le terrain. Ce passage à travers ces différentes étapes permet aussi de créer des nouveaux outils pour la recherche. Là, par exemple, vous avez donc une petite pièce qui est là avec un puits central qui est postérieur. Cette pièce, en fait, on l'a traitée pour avoir un modèle numérique de terrain. Donc, en fait, les couleurs représentent des altitudes. Plus on est rouge et jaune, plus on est dans les parties hautes des vestiges, et plus on est dans le bleu, plus on est dans les parties profondes. Donc ça permet de considérer les structures vraiment d'un tout autre œil. Et vous voyez, par exemple, tout ce qui est bleu, en fait, c'est les périodes les plus anciennes. Bah oui, c'est les plus profondes. Donc très vite, ça permet d'appréhender les vestiges d'une autre façon. Au-delà d'avoir des vues comme ça en 3D qui n'existent pas en réalité, avec aucun appareil photo, on peut avoir à la fois le recul nécessaire et puis vraiment être centré que sur l'objet qui nous intéresse, éliminer tout le paysage pour obtenir ce genre de prise de vue. Alors, on a parlé du drone, c'est vrai que le drone est très pratique pour faire ses vues, mais ça peut être aussi des solutions relativement simples à mettre en œuvre, et ça c'est ce que les archéologues aiment bien, une solution rapide et peu coûteuse, parce qu'on a généralement peu de temps et peu de moyens. Et effectivement, en utilisant tout simplement une perche photo, beaucoup plus stable que les cerfs-volants, et un petit appareil photo numérique, en prenant suffisamment de photographies avec suffisamment de rigueur, on peut relever tout un édifice comme ce pont aqueduc qui fait, il n'est pas très très long, il fait seulement une dizaine de mètres. On le relève intégralement en 3D, donc on peut en sortir une vue aérienne, et puis une petite vue en 3D sur le côté. Donc vous avez là, en fait, c'était le canal de l'aqueduc qui allait là à l'origine et qui a glissé suite à un mouvement de terrain. Donc il a littéralement roulé dans la pente, mais quasiment en un seul bloc. Donc voilà, on change vraiment les méthodes de travail et ça nous permet également de gagner énormément de temps sur le terrain parce que ce modèle 3D, une fois qu'il est recréé, il nous permet de faire ce qu'on a toujours fait en archéologie, des dessins, des relevés d'élévation. Seulement, relever ce type d'édifice sur le terrain, c'est compliqué parce que ça veut dire dessiner en hauteur, ça prend énormément de temps. Alors que là, on peut le faire quand on retourne dans les phases de traitement post-fouille, donc au bureau, en laboratoire, on redessine d'après le modèle et on le fait dans des conditions beaucoup plus rapides et puis tout simplement d'accessibilité possible parce que monter à cette hauteur-là, relever cette pile-là, je ne sais pas comment on aurait pu faire, c'était quasiment impossible. Au-delà de ce dessin et de ce gain de temps sur le terrain, on en extrait aussi des modèles 3D qui nous permettent de comprendre comment fonctionnait à l'origine l'édifice. Donc là, vous voyez, le canal, je vous ai dit, il a glissé, il est tombé dans la pente. Effectivement, à l'origine, ça nous permet littéralement de le remonter à l'identique et de repenser le pont. Et puis d'aller un petit peu plus loin et vu qu'on a créé un modèle 3D, on peut s'en servir maintenant pour l'imprimer avec les impressions 3D. Donc c'est une technique qui est relativement coûteuse, pas facile, on peut pas tout imprimer en 3D et ça n'aurait pas forcément d'intérêt bien évidemment, mais ça permet d'avoir vraiment un rendu très différent, de proposer des maquettes, et les maquettes pour la compréhension, pour la médiation, c'est une chose très importante. C'est important aussi pour nous archéologues quand on travaille à l'échelle d'un site, ça permet de mieux comprendre son fonctionnement. On peut le faire pour des objets, pour des édifices entiers, mais on peut le faire aussi pour des objets, vraiment pour du mobilier. C'est le cas notamment, là vous avez un cas de tuyaux et de purgeurs romains en plomb qui pèsent littéralement très très lourd et on ne peut pas le déplacer. Il est au sein du musée, donc soit il faut aller sur place dans le musée pour l'étudier à l'étranger, soit on peut plus l'étudier. Le fait de l'avoir relevé donc en photographie, l'intégralité du purgeur et du tuyau, permet de recréer ce modèle 3D qu'on peut manipuler, sur lequel on peut faire des mesures, on peut regarder à l'intérieur, on peut comprendre comment il fonctionne. Donc ça permet aussi de conserver un objet et de l'étudier plusieurs mois après ou de revenir pour le réétudier. Ça le rend disponible bien qu'il reste au sein de son musée d'origine. Et la photogrammétrie nous sert aussi
en archéologie préventive, quand on a l'occasion de faire certaines découvertes en fouille, vous avez là un lot d'outils découverts lors d'une fouille du Conseil départemental des Ardennes, des outils, un lot de 12 outils assez inidentifiés au début, qui ont été restaurés, étudiés, identifiés comme des dents probables de Vallus. Donc le Vallus, c'est l'ancêtre de la moissonneuse, hein, c'est une moissonneuse romaine en fait. C'est un outil qui est poussé par un animal avec des fourches devant et qui viennent cueillir les grains d'épeautre, hein, l'épeautre se cassant quand il est mûr à la base de l'épi, et l'épeautre tombe dans une caisse qui recueille ces grains. On sait que les auteurs antiques en parlent, hein, ils parlent du Vallus, qui est une spécialité en plus de la Gaule belgique, mais on n'avait jamais identifié des dents métalliques pour cet objet qu'on connaît sur certaines représentations iconographiques. C'est la première identification faite archéologique. On n'a pas de certitude que tous aient des dents métalliques, hein, d'ailleurs, parce que certains textes parlent de dents métalliques, mais la traduction est parfois soumise à confusion. On les a donc interprétés. On a monté un projet de recherche et d'archéologie expérimentale sur cette question du Vallus. Et dans le cadre de ce projet, on les a numérisés pour avoir un modèle 3D, un modèle qu'on a ensuite imprimé en 3 dimensions pour avoir un support. Ça a permis notamment, par exemple, à un forgeron de travailler et de pouvoir utiliser un modèle qui n'est pas le modèle archéologique, hein, mais pouvoir voir à quoi ça ressemblait. Et ça permet également pour la médiation d'avoir des supports à faire circuler. D'ailleurs, c'est un petit peu fragile, mais vu qu'on n'est pas nombreux, j'en profite. Donc voilà, on ouvre à nouveau toute une gamme de possibles avec, évidemment, ça a l'air relativement magique, relativement simple. Il ne faut pas oublier que derrière ce travail de création de modèles 3D et ensuite d'impression, il y a un vrai travail, un vrai échange avec des spécialistes à chaque fois déjà c'est un temps de traitement assez long, et puis par exemple là il faut décider quel est l'aspect final qu'on donne à ce qu'on va imprimer. Rien n'est simple, et voilà, il y a des décisions à prendre tout au long de ces processus, mais ça donne des résultats assez sympathiques. Alors le Vallus est utilisé à partir on a des vraies traces à partir du 1er siècle de notre ère. Là les dents qu'on a retrouvées, si je vous dis pas de bêtises, c'est dans des niveaux 2e ou 3e siècle de notre ère. C'est probablement un outil qui existait dès la fin de l'époque gauloise, mais on n'en a pas beaucoup de traces. Les premières traces qu'on a, en fait, hormis les auteurs gréco-romains qui parlent de cette machine poussée par un âne qui permet en très peu de temps de récolter des grandes surfaces, c'est quelques stèles qui représentent ce Vallus. Donc voilà, c'est vraiment... il y a une restitution qu'on a faite dans le cadre de ce projet d'un Vallus entier au musée de l'Ardenne à Charleville-Mézières. Et sinon, il y a l'archéosite de Malagne-Rochefort qui fait des expérimentations tous les ans, qui a dressé un âne, etc., qui a reconstitué son Vallus pour tester la méthode et voir si elle fonctionne. Et à la suite de ces découvertes de ces dents en métal, qui a adapté des dents métalliques sur son Vallus qui était auparavant en bois pour comparer les différentes méthodes. Voilà, donc ça c'est une petite découverte. Une des parties scientifiques a été la création de ces modèles 3D et puis l'impression. Et c'est vraiment une petite parcelle du travail de recherche qui est faite à côté. Alors la photogrammétrie, je vous le dis, en utilisant le drone, nous permet aussi de changer de point de vue littéralement. Vous avez là l'exemple d'une découverte qu'on a faite, c'est des tranchées de poilus qui sont morts au combat au début du mois d'août 1914, qu'on a retrouvés et qui ont été fouillés par le SRA de Champagne-Ardenne. Et en fait, voilà, on a une tranchée de plusieurs dizaines de mètres avec des corps, et c'est quasiment impossible d'avoir une vue d'ensemble à partir du sol. Donc on arrive à faire des focus sur un ou plusieurs individus, mais vous voyez, on voit bien les individus au premier plan, à l'arrière-plan c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc la solution, encore une fois, ça a été de passer par un drone et par une série de plusieurs prises de photos pour reconstruire ensuite cette vue idéale, quasiment parfaite de cette tranchée avec, alors là on peut pas trop, mais quand on zoome, on a tous les détails pour chaque sépulture qui permettent de travailler vraiment en voyant tout d'un seul tenant. Donc ça fait partie des choses qui se font de plus en plus fréquemment en archéologie de nos jours et qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. Faire ce genre de montage aurait été très compliqué. Aujourd'hui, c'est très facile. On a vu l'importance de l'image. Les archéologues ont vraiment ce besoin de conserver une trace. L'image ne va pas sans les plans, notamment avec les drones. Alors,
dès les premières fouilles, hein, même à Pompéi, vous avez là l'exemple du site de Nimrud, on a tenu à enregistrer les plans des cités antiques, retrouver ces traces. Et les premiers plans, j'en ai cherché plusieurs. À la base, je vais être honnête, chercher un plan un petit peu raté. On voit qu'il n'était pas très bien fait. J'ai eu du mal à en trouver. Parce qu'en fait, l'effort de cartographie a toujours été accompagné d'un effort de précision. Donc même les plans anciens sont relativement bien faits, relativement précis, avec des échelles, des nords, et les bâtiments sont relativement bien situés à quelques centimètres, voire mètres près, mais c'est relativement très très précis. Donc j'ai pas de mauvais exemples à vous montrer. Mais par contre, on a là une information très limitée, c'est une information vraiment on va dire en 2D. On a l'emplacement au sein du site, et puis on peut pas aller beaucoup plus loin. Malheureusement, on est limité par le papier et le stylo, on peut pas faire des miracles. Alors qu'en réalité, en utilisant les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition, on a là un exemple d'un site fait relever avec un drone, et on peut aujourd'hui intégrer des données au sein du site. Donc en cliquant sur ce site sur lequel on peut se balader librement, on peut accéder à des détails sur certaines parties qui ont été relevées à nouveau en photogrammétrie, donc c'est à nouveau des modèles 3D ce qu'on peut tourner, et on a aussi des outils qui permettent vraiment, là vous avez un cas, alors j'ai tout simplement calculé une mesure au pif, hein, mais on peut mesurer des choses de façon très précise, calculer des aires, des surfaces, des volumes, donc on dépasse vraiment les données en 2 dimensions en réintégrant dans le plan, en cachant de la donnée. Et c'est là où on change véritablement d'échelle et de mode de travail également. Et ça nous permet de créer ce qu'on appelle aujourd'hui des SIG, hein, ces systèmes d'information géographique. On parle plus de plan, on parle de SIG, tout simplement parce qu'on cache de l'information dans le plan. Donc on a bien un plan classique avec des données qu'on veut voir apparaître, et puis derrière, on a différents niveaux de représentation qu'on peut ou pas faire apparaître, et de la vraie donnée qui est codée dans des tables attributaires, ce qui permet très vite de pouvoir répondre à certaines questions. Par exemple, est-ce que finalement, je vais vous dire quelque chose de totalement pif, tous mes édifices de plus de 3 mètres, c'est pas tous ceux qui sont le long de la rivière parce que il y a une possibilité ou une volonté de faire des monuments plus hauts en bord de rivière. Et ben très vite, on peut répondre à cette question avec un SIG, alors qu'avec un simple plan, c'est pas possible. Ça nécessitera beaucoup plus de recherche. Donc là, on a aussi une évolution qui est permise aujourd'hui par les outils à notre disposition. On a des ordinateurs de plus en plus puissants, on a des capacités d'obtenir des plans de plus en plus précis. Alors tout ça n'est pas totalement magique, hein. Il faut aller chercher la donnée, il faut géoréférencer les données, parce que pour pouvoir rentrer des données précises, à un moment il faut bien les acquérir d'une façon ou d'une autre. Et donc ça passe par l'utilisation d'outils qui sont maintenant relativement courants. Donc vous avez l'utilisation d'un GPS, hein. Donc le GPS c'est quasiment le même que celui que vous avez sur vos téléphones. Celui-là est un petit peu plus précis quand même, et il permet d'aller, en se repérant par une couverture satellite, de dessiner un plan d'une zone absolument perdue, sans aucun autre point de repère, avec une précision qui est centimétrique, donc relativement précise. On a un outil qu'on utilise fréquemment aussi, qui est la station totale, où là, on a une précision qui peut descendre au millimètre près, qui nécessite d'avoir des points de référence. Des points de référence, il y en a partout en France en réalité. Il faut aller sur le site de l'EGN, mais il y a des points dont les coordonnées sont connues et on peut aller vérifier ces points, et ça permet de se placer dans l'espace, et ça nous permet d'établir des plans très précis au millimètre près de ce qu'on trouve. Et puis, on va dire le petit dernier, c'est le scan 3D. Donc cette machine un peu bizarre qui en fait va relever l'intégralité d'un site. Le principe, à la différence de la photogrammétrie où on prend des photos et on a un logiciel qui colle ces photos, le scan 3D, c'est un faisceau laser qui va parcourir la pièce, qui va relever des millions de points. Et ces points, ensuite, vont être reprojetés et vont redessiner en 3 dimensions la pièce qu'on a relevée, le monument. C'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans les grottes préhistoriques, les grottes ornées, parce que ça permet d'avoir un relevé avec une précision millimétrique, donc un relevé quasiment à l'identique, numérique, d'une grotte, sachant que les grottes ont cette problématique d'atmosphère qui doit être contrôlée, en fait, si on veut pas que les peintures soient dégradées, donc c'est compliqué d'y aller. Le fait de la relever intégralement permet à n'importe qui d'étudier une grotte sans jamais y mettre les pieds, et de façon quasiment aussi précise qu'en y allant en vrai.
Donc c'est vraiment à la fois des mesures d'étude et de conservation, un petit peu comme le drone permet de faire ce travail. Là, c'est une technologie différente et on a un peu plus de précision avec un scan 3D. Donc voilà, ça a été fait à Pechmerle, ça a été fait pour la grotte Cosquer aussi, qui connaît quelques problématiques. C'est vraiment des choses, ça a été fait sur énormément de bâtiments en fait, les relever avec un scan 3D. Alors, je vous ai parlé d'images de prospection plutôt d'objets ou de bâtiments qu'on peut essayer de préserver, sur lesquels on travaille différemment. On a aussi cherché à essayer de savoir s'ils se trouvaient sous le sol sans creuser, et quand la photo aérienne ne marche pas, il faut essayer de trouver des solutions. Donc on a énormément de méthodes de prospection géophysique qui sont utilisées en archéologie, qui sont utilisées de façon de plus en plus fréquente, hein, qui sont développées beaucoup en fait au Proche et au Moyen-Orient, tout simplement parce que elles fonctionnent très très bien dans ces pays-là. Vous avez les plans entiers des villes qui peuvent se dessiner, littéralement. Donc en fait, le principe de la prospection, donc ça c'est un premier type de prospection, hein, c'est la prospection magnétique, c'est de calculer le magnétisme du sol. En fait, on a là ces deux capteurs qui vont mesurer le magnétisme du sol, et l'avantage des structures archéologiques, c'est elles ont un magnétisme différent de la terre dans laquelle elles sont. Par exemple, un four va être chauffé, va être très magnétique. Les briques cuites aussi, c'est très magnétique. Donc ça nous permet, dans l'idéal, d'avoir le plan d'une ville, enfin le plan de bâtiments, de vestiges, sans avoir à fouiller, et ça permet d'orienter une fouille, d'aller chercher précisément ce qui nous intéresse. La prospection magnétique, donc on l'utilise aussi en France. Vous avez là un cas assez particulier d'une fouille récente qu'on a fait, sur lequel donc c'est cette parcelle qui a été fouillée, et il y a eu une prospection magnétique, non pas pour l'archéologie, mais pour trouver des traces de bombes. C'était une dépollution pyrotechnique. Et les bombes, c'est métallique, donc ça ressort très très bien en prospection magnétique. Et on voit, vous voyez ce cercle-là, on le voit relativement bien là. Et il y en a un petit deuxième là. En fait, ces deux cercles, alors il faut oublier le cercle bleu, en fait ça correspond à l'implantation au projet de l'aménageur, donc ça c'est pas du tout archéologique. Mais on a deux cercles qui sortent à la prospection magnétique, et en réalité à la fouille, c'est ces enclos qu'on a retrouvés. Alors c'est des enclos qui avaient aussi été vus en prospection aérienne, hein, mais qui se voient parfaitement à la prospection magnétique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu cette carte-là avant de commencer le décapage, donc on avait fait le diagnostic, donc on savait que ces deux enclos existaient. Par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on allait en trouver un autre qui est absolument invisible sur la prospection, un très 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 mal conservé. Il y a juste un tout petit liseré de terre brune, faut un peu me croire sur parole. Et puis ce dernier, qui pareil se voit, qui devrait être là, qui ne se voit pas du tout. Et on a un chemin plus d'artif postérieur aux enclos qui est aussi invisible. Donc on se rend compte que les prospections, ça peut marcher parfaitement bien. Ça peut aussi ne pas tout voir. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien, la preuve de ce n'est pas la preuve de l'absence n'est pas preuve. Bon. Vous m'avez compris. Ce n'est pas parce qu'on voit rien qu'il n'y a effectivement rien. Donc il faut faire attention à ces outils. C'est des outils très intéressants. Et vous avez un deuxième exemple, hop, je suis allée un petit peu vite, de prospection effectuée aussi dans les Ardennes. Donc on avait un site dont je vous reparlerai un petit peu plus tard, c'est des thermes romains qui ont été découverts à côté de Charleville-Mézières, mais on n'avait que les thermes. Alors ces thermes sont à inclure dans une villa, on a cherché des restes de la villa, et donc on a prospecté avec ces gradiomètres, hein, donc en prospection magnétique, les champs à côté. Et on a vu ces grands alignements, ces multiples perturbations, ces anomalies magnétiques. Et donc, on a eu envie d'y voir une villa. Hein. On est allé faire des trous. Et en réalité, on a des zones où on a des veines de schiste qui affleurent. Le schiste est très magnétique. Donc, en fait, on a des leurres magnétiques qui viennent fausser les visions. Donc, c'est un peu les limites de cet outil qui peut très bien marcher ou un petit peu fausser la vision qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on revient toujours au terrain, et à un moment, il faut ouvrir pour être sûr de ce qu'on peut trouver. On a un autre type de prospection qui est de plus en plus utilisé, la prospection électrique. Donc, c'est un peu le même principe, sauf qu'on ne va pas mesurer le magnétisme du sol. Tout simplement, on va envoyer un courant électrique et on va faire une mesure de la résistivité électrique. Et en fonction des vestiges potentiels, voilà, on aura un signal électrique qui ne sera pas du tout le même. Donc, cette méthode, elle est un petit peu plus contraignante parce que autant, vous l'avez vu, avec une méthode de prospection géophysique, il suffit de marcher, hein, ça veut dire qu'il
il faut quand même fonctionner avec une certaine rigueur. Donc c'est des lignes parallèles tous les 50 cm et peu importe l'état des terrains, il faut rester parfaitement rectiligne. Là, la prospection géophysique, ça nécessite d'enfoncer tous les pas. Voilà, donc c'est pas tout à fait la même démarche. C'est une démarche qui fonctionne très très bien. Vous avez là un exemple dans l'heure où vous voyez les plans se dessinent littéralement grâce à ces types de prospection. Donc là, c'est à nouveau des outils qui sont magiques. Et effectivement, vous avez là une tentative qui a été faite où on voit c'est des fortifications, la tour se dessiner et à la fouille, on retrouve la tour, elle a les dimensions qu'on avait vues. Enfin, voilà, tout va bien. Donc ça permet vraiment d'orienter des fouilles et aussi de penser en termes de sauvegarde d'un patrimoine. Si on sait ce qu'on a, on sait comment le sauvegarder. Ça, c'est un vrai avantage. Alors, c'est pas le seul type de prospection. Je vous en présente une troisième qui est la prospection radar. À nouveau, c'est un petit peu le même principe. On va obtenir ces signaux radar qui vont être reliés avec les vestiges du sous-sol. Donc, c'est sur le même site que la diapo précédente. Et vous voyez, on voit là effectivement se dessiner le site. L'avantage de la prospection radar, c'est qu'on a une idée de la profondeur à laquelle sont les vestiges. Voilà. Donc, l'essentiel, ces nouvelles techniques qu'on utilise en archéologie, qu'on utilise de plus en plus fréquemment, il faut les connaître, il faut savoir comment elles fonctionnent pour savoir à laquelle on fait appel en fonction du substrat, en fonction aussi de l'humidité du sol. Certaines marcheront plus ou moins bien. Et puis, il faut aussi connaître leurs limites parce que parfois, ça ne sert à rien d'investir dans ces techniques si on sait qu'elles risquent de peu marcher. Par exemple, la prospection magnétique dans un endroit où il y a eu beaucoup de déchets métalliques, ça ne marchera pas parce que le fer va totalement perturber ou sous une ligne électrique. Le champ magnétique sous une ligne électrique, c'est pas la peine d'essayer. Donc voilà, c'est des technologies à maîtriser d'un point de vue, on va dire, quasiment théorique. Et après, effectivement, tous les archéologues ne sont pas du tout la première spécialisée dans ce genre de savoir-faire. Et donc, l'on fait appel à des spécialistes extérieurs qui ne font que ça et qui ont un vrai savoir-faire pour réaliser les cartes, conseiller et puis interpréter au mieux ces données. Alors, on développe des choses très marrantes en imagerie. Hein. On utilise par exemple ce qu'on appelle la tomographie à rayon X de plus en plus en archéologie. C'est un scanner, tout simplement. On fait passer un scanner aux objets. Alors, l'intérêt est réel en réalité pour certains objets comme les urnes, où en fait, on sait qu'on a beaucoup d'objets dedans, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre et comment les fouiller de façon très précise, parce qu'on ne peut pas savoir à quoi s'attendre, c'est toujours un peu limité. Et l'avantage, c'est que ça permet de littéralement visualiser le contenu de l'urne en terre cuite avec le sédiment qui est dedans et de pouvoir obtenir des coupes quasiment parfaites qu'on ne peut pas avoir en réalité, parce qu'il faudrait qu'on tranche l'urne en question, et d'adapter les techniques de fouille pour préserver au mieux le mobilier qu'on va sortir. Donc c'est vraiment quasiment des micro-fouilles, on parle de micro-sites même pour ce genre de pratique, qui nous permettent d'appréhender les choses de façon très fine. Et puis, c'est pas uniquement pour faire joli et pour ne pas abîmer les objets, ça permet de comprendre les modalités de dépôt dans l'urne. Parce qu'on se rend compte qu'on ne dépose pas, là c'est des urnes cinéraires, donc on a brûlé un défunt, on a recueilli ces urnes, ces cendres, on les place dans une urne avec du mobilier. Ce sont pas des gestes qui sont faits gratuitement, qui sont faits au hasard. Il y a vraiment une gestuelle, des rites particuliers, et on ne peut retrouver ces gestes précis qu'avec ce genre de méthode qu'on utilise de plus en plus. Une autre type de technologie qui se développe, alors pas que pour l'archéologie, hein, le lidar c'est vraiment utilisé pour beaucoup d'autres sites. À nouveau, ça nécessite alors soit un avion, soit maintenant on le fait avec un drone, donc ça devient relativement accessible. Le lidar, le principe, c'est d'envoyer un faisceau lumineux, un laser au sol, et on mesure la distance qu'il met à revenir à l'avion, et donc ça nous donne en fait une carte, littéralement du sol. L'avantage du lidar, c'est qu'un certain nombre de faisceaux lumineux vont être stoppés par la végétation, par exemple au-dessus d'une forêt, où en vue aérienne on ne voit absolument rien, parce qu'on voit que la cime des arbres. Avec le lidar, on va avoir un certain nombre de faisceaux qui vont réussir à traverser le couvert végétal, à toucher le sol et à revenir. Et donc, ça permet d'avoir des vues très précises sans couvert forestier. Donc ça, c'est une vraie évolution qui intéresse les archéologues, mais pas que les archéologues d'ailleurs. Et on a des campagnes lidar qui sont faites sur des massifs forestiers qui nous donnent énormément d'éléments. Vous avez là, par exemple, plusieurs vues de lidar. Vous avez là un fort qui est totalement invisible parce que
sous couvert forestier qui se dessinent parfaitement, ou des traces d'un four à chaud. Donc on apprend aussi petit à petit, en développant cette technique, à interpréter ces cartes un petit peu étranges et à se rendre compte que ces successions de fosses, en général, désignent des minières de fer. Donc c'est vraiment des mines qui ont été utilisées à l'époque médiévale et qu'on peut retrouver. Et donc on sait maintenant où les trouver et où aller les fouiller, les documenter. Alors la tomographie un petit peu moins, mais le lidar par contre, on a toujours une problématique de coût. Il faut faire voler un avion avec le matériel ad hoc embarqué, donc c'est pas facilement accessible. Mais néanmoins, ça permet de répondre à des questions et de façon absolument précise et très très nette. Alors, donc on a vu toutes les méthodes quasiment illustratives qui ont évolué ces dernières années, ces 10 dernières années avec l'apparition du drone, de la photogrammétrie. On a pu faire des choses inenvisageables jusqu'à présent. Les méthodes de datation en archéologie nous permettent d'avoir des dates absolues, donc c'est des points de repère absolument essentiels. Un certain nombre sont connus depuis longtemps, alors elles évoluent, elles sont de plus en plus précises, mais on en utilise aussi de plus en plus. Donc une des plus connues, c'est la dendrochronologie. En fait, c'est l'étude des cernes du bois qui permet d'avoir des courbes et de dater à partir du moment où on a un bois avec des cernes conservées. Ça, effectivement. Le carbone 14 qui est très souvent utilisé, qui permet aussi de très bien dater tout ce qui est reste organique. L'avantage du carbone 14, il est connu depuis longtemps, il est utilisé depuis relativement longtemps en archéologie. Et là, le phénomène qu'on voit ces dernières années, c'est que maintenant, l'évolution des techniques permet de dater avec de moins en moins de quantité de restes organiques. Donc, il faut maintenant quelques milligrammes de charbon suffisent, donc c'est beaucoup plus facile et c'est de moins en moins coûteux. Donc, c'est vraiment des choses qu'on peut, elles ne sont pas totalement nouvelles, mais on peut les mettre en place de façon inédite avec un changement d'échelle absolument incroyable. Alors, la thermoluminescence aussi, c'est on rechauffe une céramique, par exemple, pour savoir quelle a été sa dernière période de chauffe. Et puis l'archéomagnétisme, qui est basé sur une étude assez simple. Le champ magnétique terrestre évolue. Et par exemple, des céramiques vont être cuites, des éléments, la magnétique va s'orienter sur le champ magnétique de l'époque. On peut comme ça remonter le temps littéralement et dater. Donc c'est des méthodes de plus en plus utilisées. Et la dernière, c'est la datation SL qu'on met en place depuis 5-10 ans seulement en archéologie, qui permet de dater le sédiment. On peut dater la terre maintenant. On date la dernière fois où le sédiment a été mis en contact de la lumière. Donc après, toutes ces méthodes nécessitent notamment la datation au SL, des méthodes de prélèvement assez rigoureuses, très précises, mais relativement faciles à mettre en place sur le terrain. Et donc aujourd'hui, on a une palette de possibilités techniques pour avoir des dates absolues qui est totalement inédite. On n'a jamais eu autant de solutions et de solutions accessibles. Alors, ça a toujours un coût, mais de moins en moins élevé, aux archéologues pour dater les sites qu'ils étudient. Donc ça, c'est vraiment un renouvellement en cours des données qui va donner lieu à la production de données de plus en plus précises. Et ça va changer assez radicalement nos méthodes de travailler dans les années à venir. Donc voilà. Tous ces outils que je vous ai présentés ont un côté un petit peu magique. On a l'impression que c'est rapide, que c'est accessible à peu près par n'importe qui et que ça permet de répondre à toutes les questions. Je pense qu'il est toujours intéressant quand on présente ces technologies de ne pas oublier que ce sont des outils et qu'un outil est là pour répondre à une question, mais que ça ne va pas révolutionner la pratique archéologique et les méthodologies de base. Il y a cet aspect de gain de temps toujours qu'on voit, et je vous en ai parlé avec le drone, etc. La photogrammétrie, effectivement, ça permet des gains de temps sur le terrain. C'est du temps qu'on réinvestit après dans le traitement de ces données. C'est souvent des temps de traitement très très lourds qui prennent du temps, qui demandent aussi des gens spécialisés pour chacune de ces pratiques. Donc la notion de gain de temps est toujours à questionner. Le coût, même s'il se réduit, ça reste un coût toujours important. Donc on peut pas le faire... On peut pas lancer des dizaines de dates OSL, on n'aura jamais les moyens. Donc, ça nécessite de développer en amont des problématiques et d'utiliser ces nouvelles technologies à bon escient. Parce que si on date un sédiment qui n'a aucun intérêt, on aura perdu de l'argent et on n'obtiendra pas de résultat. Et puis, ça pose la question de la pérennité de ces nouvelles données créées. On crée maintenant beaucoup de modèles 3D, alors c'est très beau, on peut les exposer, on peut jouer avec sur des tablettes, les faire tourner.
mais c'est des données qui vont être compliquées à préserver parce qu'elles sont très lourdes. Alors, même si nos ordinateurs aujourd'hui sont capables de stocker 1 Tera, 5 Tera de données très très facilement, la question c'est que ces données sont liées à des logiciels qui vont évoluer. Et quand ces logiciels deviennent obsolètes, on peut plus ouvrir les anciennes données. Et on sait qu'en archéologie, on a déjà perdu des données de fouilles, tout simplement parce que on a des données sur disquette, et qu'une disquette, au bout de 3 ans, ça s'efface, et qu'on les a perdues. Donc, c'est important de se poser, c'est un petit peu rabat-joie, mais c'est vraiment une question importante. Les DVD, c'est pas mieux, on grave des DVD, au bout de 4-5 ans, on n'est pas sûr qu'ils soient lisibles. Donc, ça veut dire que notre sauvegarde, elle est pas du tout pérenne. Alors, la seule sauvegarde pérenne à travers le temps, c'est soit de graver dans le marbre, soit les tablettes cuites d'argile. Ça, on sait que ça passe quelques millénaires, mais ça va être compliqué de tout mettre sur marbre, en réalité. Donc, il faut avoir conscience de ces limites-là pour pouvoir les créer, et puis des limites aussi d'utilisation de ces outils. C'est que, un modèle 3D, c'est très très chouette, quand on a un ordinateur très performant. Parce que quand on ouvre un modèle 3D avec un ordinateur qui n'est pas assez performant, on ne peut rien en faire. Donc, au final, il y a un travail, un investissement qui a été fait pour un objet qui n'est pas utilisable. Donc, il faut trouver une juste limite et ne jamais confondre l'outil technologique, même s'il est magique et qui nous permet de repenser différemment nos méthodes de travail, et c'est effectivement le cas à l'heure actuelle, et l'objectif scientifique derrière qui doit primer, qui est la conservation, la valorisation de ces données sur le long terme. On fouille aujourd'hui pour transmettre ce qu'on a trouvé le plus loin dans le temps possible. Alors, il faut quand même finir sur une note très positive. Ces nouvelles technologies renouvellent réellement les possibilités qu'on a de travail en archéologie. On est dans une phase d'évolution des techniques. Entre 10-15 ans en arrière, ce qui n'est pas très vieux, et ce qu'on fera dans 10 ans, si on continue sur ce rythme-là, je pense que c'est une conférence qui peut se faire tous les 5 ans, et ça sera des nouvelles méthodes qui seront présentées ou des nouvelles évolutions. Donc on est vraiment dans un boom très très rapide de ces nouvelles technologies et de ce qu'on en fait en archéologie dès qu'elles se développent. On a tendance à voir, les archéologues, comment est-ce qu'on peut en tirer un profit, comment est-ce qu'on la met en place. C'est des outils qui doivent rester au service des problématiques scientifiques, mais qui peuvent aller, et heureusement bien au-delà, qui peuvent devenir des vrais outils de médiation. On l'a vu avec la dent qu'on peut toucher, mais on peut aussi faire d'autres choses. Alors, je reprends un site ardennais, parce que j'en profite pour vous inviter à venir visiter les Ardennes. Donc, ce site dont je vous parlais tout à l'heure, ces fameux thermes romains de Warcq. Donc, en fait, on a un lot comme ça ça représente à peu près 80 mètres carrés avec différentes pièces. Donc, on a un vestiaire, un frigidarium qui était la pièce froide des thermes, un tépidarium et un caldarium, les 2 pièces chauffées, un pièce tiède puis pièce chaude, et puis le praefornium, donc la salle où il y avait le foyer. Tout était chauffé par un hypocauste, donc c'est un chauffage au sol romain qui fonctionne très très bien. Le sol est sur pilette, et puis les fumées chauffent le sol et puis sont évacuées dans les murs et donc chauffent les pièces. Donc on a trouvé cet ensemble à travers une fouille préventive effectuée sur le site. On sait que ces thermes privés sont relativement petits, ça fait que 80 mètres carrés, donc on n'est pas dans le cas de grands thermes publics de cité, mais c'est des petits thermes, entre guillemets, qui fonctionnent avec une villa. Villa qu'on n'a pas trouvée lors de la fouille, on a juste une cave qui est là, mais une cave, ça ne fait pas une villa non plus. Donc voilà, donc on a mené un projet de recherche avec des fouilles programmées et tout un programme de restauration et de valorisation de ce site ardennais, tout simplement parce qu'il est extrêmement bien conservé pour les Ardennes. On a quasiment 1,80 m de murs conservés, donc c'est une chance unique. Et en plus, le projet d'aménagement permettait de conserver ce site pour le rendre visible et accessible au public. Donc c'est un travail en cours de valorisation sur lequel on avance plutôt bien. Et on a voulu la rendre accessible très facilement. Donc on est passé par ces nouveaux outils pour créer un modèle 3D, pour avoir un support qui est visualisable sur des tablettes. Donc à partir d'une photographie du plan, on peut avoir le modèle, la restitution de ces termes, aussi fidèle que précise. Et on est allé un petit peu plus loin en proposant une visite virtuelle. Elle est très très courte, donc ça va aller. Et donc, c'est vraiment des choses, des outils de valorisation qui étaient inenvisageables il y a quelques années. Après, je viens de visiter, vous avez là un très beau musée qui utilise largement ces outils. Et donc, vous voyez les évolutions. Ah, c'est sur Internet, donc c'est pas possible.
Ça va être possible? Ça va prendre un peu de temps. Mais vous pouvez aller le voir par ailleurs. Donc voilà, on est en train de travailler aussi à l'impression d'une maquette 3D. L'idée d'avoir une maquette 3D, c'est permettre de la médiation, de montrer aux gens comment fonctionne un hypocauste, de le démonter, de le remonter. C'est aussi une possibilité pour donner un accès au public d'y empêcher. Des publics malvoyants, en fait, peuvent s'approprier un site qui sinon reste littéralement inaccessible pour ces personnes. Ça va marcher. Les limites de la technologie. On y est toujours confronté. Warc, c'est à côté de Charleville. Alors pour le moment, le site il n'est pas ouvert à l'année au public, il est encore sous chapiteau pour préserver les vestiges muraux. Et on est en train de travailler sur un projet de structure pérenne et de cheminement avec des panneaux pour le rendre accessible à l'année. Donc ça va être un projet qu'on anticipe là en 2023-2024. Mais par contre, lors des Journées européennes du patrimoine ou des Journées européennes de l'archéologie, on fait des visites guidées. Donc là, il est accessible. Puis ça... En dehors, moins. Après, si vous êtes un groupe et que vous voulez le visiter, vous m'envoyez un mail et sinon on peut caler une visite. On fait visiter assez facilement au public. Alors pas pour une personne, hein, mais voilà, ça peut tout à fait s'envisager. Ça dépend. C'est vraiment collé à Charleville. C'est oui, c'est un peu après. Oui. Voilà. Donc là, on a, à partir des vestiges, hein, on a vraiment restitué ce qui était possible. Oui, elle passe juste à côté, l'autoroute. Ouais. Donc la première pièce, elle était sur plancher de bois parce que on a trouvé des traces dans la fondation de poutres qui servaient de support au plancher. On sait que pour le décor des autres pièces, on avait ce décor avec un pavage géométrique à motif gris, quasiment noir, et puis un calcaire beige très clair. Et donc, on restitue la succession des différentes pièces. On a quelques éléments d'enduit peint, voilà. Donc, on sait qu'on avait de l'enduit peint. On n'en a pas suffisamment pour imaginer des grands décors. C'est pour ça qu'on avait une restitution relativement sobre à partir des éléments sur lesquels on était sûr. Et puis, on a ces fameux ce petite baignoire. Alors, on a mis une vitre, enfin une fenêtre avec une vitre, tout simplement parce qu'on a retrouvé du verre à vitre. Donc, il y avait des ouvertures. Après, on a retrouvé des petits fragments de verre à vitre. Et donc voilà. Et donc là, on suit. Moi aussi, ça bug. C'était quasiment fini, donc c'est pas très grave. Donc on a un aspect de l'extérieur. Ce type de support permet en fait de proposer une autre vision du site. Nous, quand on voit des murs, on a tendance très vite, parce qu'on a été formé à ça, à restituer, à imaginer une élévation. C'est pas souvent parlant, hein. Et donc ça permet d'avoir un autre rapport aux données archéologiques. Un autre contact avec les vestiges disponibles. On va arrêter là. Ouais. Comme ça vous donnera envie d'aller voir le site. C'est accessible la vidéo? Mais on est en train de travailler ça. Le problème, c'est que en fait, l'accessibilité est assez contrainte et il y a en plus un chapiteau qui vient les protéger de la pluie, donc on n'a pas des conditions pour permettre un libre accès au public pour le moment. On est en train de faire un aménagement avec des chemins accessibles au PMR aussi. Donc ça, c'est en cours de travail. On a un architecte. Alors les thermes, c'est une salle de bain, hein. Donc c'est vraiment les soins du corps, c'est se laver. C'est aussi montrer qu'on a adopté un mode de vie à la romaine, hein. C'est une pratique qui vient de Rome. Donc le propriétaire terrien qui se fait construire cette très riche salle de bain montre qu'il est totalement romanisé, mais c'est vraiment des soins classiques pour les Romains. Donc l'idée, c'est en fait, selon l'hygiène romaine en quelque sorte, d'aller relativement vite dans les pièces les plus chaudes pour transpirer abondamment. La transpiration est censée évacuer, nettoyer, purifier la peau. On se règle après avec un strigile. Il me semble qu'il y en a un dans les collections de strigiles. Donc voilà, on évacue les impuretés et ensuite on se baigne dans des bains d'abord d'eau chaude, hein, pour bien finir de nettoyer.
Alors, ça, c'est à quelle température ils réussissent à monter. Je sais qu'il y a des tests qui ont été faits en Allemagne, il me semble. On arrive à monter assez facilement à une trentaine de degrés en chauffant pendant 2 jours d'affilée, au moins les thermes. Donc, on se baigne dans des bains très chauds et puis graduellement, on finit par ici, il y a une petite piscine d'eau froide. Donc là, on se trempe dans l'eau froide, voilà, pour resserrer les pores de la peau une fois que la peau est bien nettoyée, bien décapée. Donc voilà. Les thermes, c'est aussi un lieu où on peut se faire masser, enduire d'huile, raser, épiler, coiffer. Enfin, les thermes publics, c'est un vrai lieu de vie. Hein. On y va. Oui, ça devait être. On y passe du temps. Ah ça. Donc voilà. D'ailleurs, donc le projet de valorisation est toujours en cours. Si vous voulez devenir mécène, n'hésitez pas. Et en tout cas, je vous remercie vraiment de votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Les termes, le début de l'occupation sur ce site est du 1er siècle de notre ère jusqu'au 4e siècle de notre ère. Donc voilà. Donc on sait que les termes, d'ailleurs, le bâtiment lui-même a évolué. Au début, il était plus petit, puis il a été agrandi, on a rajouté le vestiaire, etc. On a peut-être refait les peintures aussi à un moment. Enfin, voilà, c'est vraiment un bâtiment qui a été utilisé sur la longue durée. Maintenant, vous passez plus de temps sur le terrain ou sur l'ordinateur? C'est une vraie bonne question. C'est très technique. Alors, pour vous faire une réponse très technique, on est censé, il y a des normes, on devrait passer 40% de notre temps sur le terrain pour traiter un site et ensuite 60% après. On le respecte à peu près parce qu'on a des contraintes budgétaires et de calendrier qui font que ça correspond à peu près à ça. Donc, on passe un petit peu plus de temps après le terrain pour le traiter parce qu'on a des temps d'études, on a des temps de rapport, etc. qui sont plus longs. Ces nouvelles méthodes permettent de gagner du temps sur le terrain sur des principes, par exemple sur le relevé. Mais c'est du temps qu'on va réinvestir sur d'autres questions sur le terrain. Et puis rajoute un peu plus de temps de traitement en post-fouille. Mais voilà, c'est quasiment un nouvel équilibre à penser et à réfléchir. Et voilà, je pense. Sinon, il est pas archéologue. Je le confirme. Oui, c'est à mettre dehors. Après, ça aime comprendre aussi ce qu'il a trouvé dehors. Donc, c'est vraiment cet équilibre qui plaît, je pense, à tous les archéologues. Et puis, en plein hiver, quand il fait -2 dehors, l'archéologue aime être au bureau. Quand il a le choix, c'est pas désagréable. Les techniciens qui pratiquent là, les mesures différentes, j'ai pas retenu tous les noms, sont des archéologues ou bien ce sont des spécialistes? Alors, ça peut être les deux. Par exemple, pour toutes les méthodes géophysiques, il y a des géophysiciens, donc qui sont pas archéologues de formation, qui sont géophysiciens, qui ont fait des études en géophysique et qui vont apporter leurs compétences à des archéologues. On peut avoir des archéologues qui vont ensuite acquérir des compétences en géophysique, qui vont acquérir en faisant des masters spécialisés ces techniques-là, et puis des géophysiciens qui vont se mettre petit à petit à l'archéologie parce qu'ils interviennent de plus en plus sur des sites archéologiques. En général, c'est ce type. On a des gens spécialisés parce que même pour les datations, un dendrochronologue, on ne devient pas dendrochronologue en 2 mois, quoi. Il faut vraiment c'est des méthodes qui demandent de longues études d'une part et puis ensuite vraiment une pratique, donc il faut être un peu spécialiste, mais c'est des gens qui soit travaillent beaucoup avec des archéologues et en font un petit peu d'archéologie, soit sont de façon relativement ouverts à ces questions. Alors, dans la cellule archéologique, donc on est au sein du conseil départemental, on est 8 personnes, 7 archéologues et un administratif. Et on intervient sur tout notre département pour les fouilles et les diagnostics. Alors, pour ce qui est donc le diagnostic, cette première étape où on fait des trous pour vérifier la présence d'un site archéologique, on n'intervient que sur notre département. Pour les fouilles, on pourrait intervenir sur les marges du département. Après, c'est des questions aussi de distance, tout simplement. C'est pas forcément pratique d'aller faire des fouilles à l'autre bout de la France, notamment. Donc voilà, on est plutôt sur un territoire départemental. Est-ce que vous avez des structures en double mur dans ce genre de bâtiment? Non. Là, on a des... Comme la salle cryptoportique à Reims. Ah non, mais on reste dans les Ardennes, donc on a
C'est un petit peu plus petit, un petit peu plus modeste. Non, là, pour les thermes, on est vraiment sur des murs simples. Alors, on a des différences. On a des murs qui sont très épais, très très larges, qui doivent faire à peu près ça, quasiment 80 cm. Et des murs liés aux thermes qui sont un petit peu plus étroits, qui sont plutôt de l'ordre de, je vais vous dire ça de tête, on va dire 40-50 cm. Donc, on pense qu'on a des murs qui servent peut-être des murs de terrasse qui servent à retenir des terres parce qu'il y a une pente naturelle, et puis des murs qui sont liés au mur du bâtiment. Double mur, on n'a pas encore trouvé. Parce qu'après, on fait des fouilles programmées tous les ans, donc on peut espérer. Vous avez des bains, donc vous avez une évacuation des eaux. Oui. Donc l'évacuation des eaux se faisait sur des structures en briques Alors non. ou sur des structures en double mur, parce que souvent les doubles murs sont des évacuations d'eau. Alors là, l'évacuation, on l'a trouvée, elle est exactement ici, et puis en fait, c'est un fossé tout simplement, un fossé qui a été creusé, et qui permet d'évacuer les eaux usées des thermes. On n'a pas de traces de conduite qui serait maçonnée par des murs. On a pour amener un système d'adduction pour amener l'eau jusqu'au terme, parce qu'à un moment il faut bien remplir ces baignoires. On a des traces d'emboîtures métalliques de fret qui servaient à maintenir des canalisations en bois. Donc là, on est dans un cas où on a sans doute des canalisations en bois pour emmener l'eau, et puis pour l'évacuer, plutôt un système très simple de fossé qui rejoint par là-bas en contrebas, il y a un ruisseau. Et dans les thermes, on a des traces de tuyaux en plomb qui servaient à répartir dans les différentes pièces l'eau. Alors l'eau, là, on a sans doute, un point de captation naturelle de l'eau. Alors les photos vous le montrent pas parce que quoique, si vous voyez bien là, il y a un peu des flaques. C'est un site qui est encore de nos jours régulièrement inondé. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a un vrai travail de préservation, de valorisation des vestiges. Donc l'eau n'est pas très loin en réalité, et on est en bas d'un espèce de petit vallon avec des ruisseaux qui le traversent. Donc tout simplement, ils ont dû aller capter à quelques centaines de mètres l'eau d'un petit ruisseau, une canalisation en bois, et puis ça permet d'amener l'eau. Elle vient de toute façon. Ah bah ils se sont mis à un endroit très pratique. Ouais, c'est les Romains, ils sont efficaces. Alors là, on pense plutôt à des ruisseaux. Après, des sources peut-être aussi, et puis il y a des sources qui sont taries peut-être depuis. Voilà, ça dépend. Ah bah oui, on a encore du travail. Par rapport à l'impression 3D, les modèles que vous pouvez, quand vous avez besoin d'imprimer, vous les faites faire par les prestataires ou vous faites ça en interne? Alors, on n'a pas, nous, d'imprimante 3D. Sinon, on imprimerait un petit peu tout ce qu'on trouve. Voilà, là, on passe par des prestataires extérieurs. Externes, maintenant, il y en a de plus en plus, même des Fab Labs, des choses comme ça. Enfin. Vous en avez un à Charleville. Oui. Oui. Moi, j'ai collaboré avec l'INRAP et bon, c'était un peu compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément de budget et tout ça. Donc, c'était une collaboration gracieuse. Voilà, ça, c'est toujours compliqué. C'est de trouver de budget pour faire ça. Je sais pas comment vous fonctionnez là-dessus. Bah, ça dépend. Vous pouvez aussi. Voilà, on essaye de trouver des morceaux de budget, et puis là par exemple les dents qui ont été imprimées, on a eu un financement européen en fait. Donc voilà, on cherche des financements pour ce genre de projet, et mais voilà, c'est relativement ça devient quand même de plus en plus accessible, donc ça c'est une chance. Est-ce que vous avez des appareils à détecter les cavités en dessous de 5 mètres? En dessous de 5 mètres. Alors, toutes les méthodes de prospection que je vous ai montrées ne marcheront pas. Ça, c'est sûr. C'est une bonne question. Pour des cavités aussi profondes, il faudrait aller voir des géologues. Au-delà de 3 mètres, c'est... Donc, on arrive à 3 mètres, on descend en dessous de 5 mètres. Alors déjà, on n'a plus beaucoup de sites archéologiques en dessous de 5 mètres. Voilà, on descend quand même. Non, ça va être très compliqué de détecter aussi. Après, c'est une question de différence entre la structure qu'on cherche à identifier et l'encaissant. Si par exemple, on va prendre un cas assez exceptionnel où on aurait une structure en briques qui aurait été très 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 cuite, donc qui serait très très magnétique, et peut-être que du sable autour, peut-être que ça serait visible. Mais là, je m'avance un petit peu. Je suis pas du tout assez spécialiste de ces questions-là pour vous donner une réponse précise. En dessous de 5 mètres, ça me semble compliqué, et on a rarement l'occasion d'avoir des niveaux archéologiques aussi profonds en réalité. C'est
Enfin, non. Souvent, certaines canalisations au niveau de 5 mètres ont des puits d'aération assez distants, toujours à la même distance. Vous pouvez avoir Ouais. Là, on parle de gros aqueducs, quoi, par exemple. Parce que moi, je pense que les recherches, D'accord. Ah, j'espère. Donc, je pense que les murs de l'église, leur fondation sont en double mur, et certaines canalisations d'eau qui va être petit brin d'un côté au grand brin. C'est ce genre de recherche. Alors là, je saurais. À mon avis, il faut creuser du côté des géophysiciens et des géologues. En fait, c'est eux qui auront les méthodes les plus adaptées pour essayer de trouver d'avoir ce genre de réponse, en tout cas. Parce qu'en plus, si ça va être dans l'urbain, donc ça veut dire qu'on a quand même des couches compliquées à traverser. Dépasser 5 mètres, oui, c'est un petit défi technique, à mon avis. Désolée. Pas ce soir, en tout cas. Oui, la meilleure solution, c'est quasiment ça, hein, c'est une pelle mécanique. Mais... Moi, je vous remercie. Je vous remercie également d'avoir partagé avec vous ces recherches. Juste un petit mot donc pour terminer, avant qu'on se quitte, évidemment vous pouvez revenir le mois prochain, donc cette fois-ci ça sera le 15 décembre. Ce sera une conférence plutôt axée sur le champagne, qu'on va accueillir Philippona et Yves Tesson, on va parler de la maison Philippona. Et avant vous avez une autre conférence le 24 novembre, alors à 18h, pas 18h30, on change un petit peu les habitudes, qui sera menée par Sébastien Lapac qui a écrit un nouveau livre, donc là pareil c'est plutôt axé champagne, tout à fait, et ça sera l'occasion pour nous de une nouvelle fois s'inscrire sur un partenariat avec le SGV, puisqu'à l'issue en fait de la conférence il y a une dédicace et la possibilité de faire une petite dégustation de champagne au 19, donc le bar à champagne du SGV, pas de dégustation à domicile. Donc voilà, je voulais une nouvelle fois vous remercier et puis vous convier maintenant à rejoindre la sortie. Ah mais je vous crois, on est tout bien installés.